société piétinante et funèbre de l'Empire, toute soucieuse de maintenir ou de rétablir, hantée par des souvenirs de gloire et par de grands espoirs disparus, il a pu mener paisiblement son existence stagnante. Il a pu continuer à son aise sa marche lente et chancelante à reculons. Il convient d'examiner de plus près ce passéisme si radical. Nous avons vu qu'il représente à l'origine une certaine tentative pour fuir la liberté. Le caractère et le destin sont de grandes apparences sombres qui ne se révèlent qu'au passé. L'homme qui se pense irritable se borne au fond à constater qu'il s'est souvent irrité. Baudelaire s'est tourné vers le passé pour limiter la liberté par le caractère. Mais ce choix a d'autres significations. Baudelaire a horreur de sentir le temps couler. Il lui semble que c'est son sang qui s'écoule. Ce temps qui passe, c'est du temps perdu. C'est le temps de la paresse et de la veulerie. Le temps des 1000 serments qu'on se fait et qu'on ne tient pas. Le temps des déménagements, des courses, de cette perpétuelle recherche d'argent. Mais c'est aussi le temps de l'ennui, le jaillissement toujours recommencé du présent. Et le présent ne fait qu'un avec le goût fade et tenace que Baudelaire a de lui-même, avec des limbes translucides de la vie intérieure. Je vous assure que les secondes maintenant sont fortement et solennellement accentuées, et chacune, en jaillissant de la pendule, dit « Je suis la vie, l'insupportable, l'implacable vie », dans le petit poème en prose, La chambre double. En un sens, ce que Baudelaire fuit dans le passé, c'est l'entreprise et le projet, l'instabilité perpétuelle. Comme les schizophrènes et les mélancoliques, il justifie son incapacité d'agir en se tournant vers le déjà vécu, le déjà fait, l'irrémédiable. Mais en un autre sens, il cherche surtout à se délivrer de soi. Sa lucidité réflexive lui révèle qu'il existe à la petite semaine comme une succession de pâles désirs, d'affections que le néant transit, qu'il se connaît par cœur et qu'il lui faut vivre cependant goutte à goutte. Pour se voir non comme il se fait, mais comme les autres, comme Dieu le voit, comme il est, il faudrait saisir enfin sa nature. Et cette nature est au passé. Ce que je suis, c'est ce que j'étais, puisque ma liberté présente remet toujours en question la nature que j'ai acquise. En même temps, Baudelaire n'a point choisi de renoncer à cette conscience lucide qui fait sa dignité et son unicité. Son souhait le plus cher est d'être, comme la pierre, la statue dans le repos tranquille de l'immuabilité, mais que cette impénétrabilité calme, cette permanence, cette adhésion totale de soi soit précisément conférée à sa libre conscience en tant qu'elle est libre et en tant qu'elle est conscience. Or, le passé lui offre l'image de cette synthèse impossible de l'être et de l'existence. Mon passé, c'est moi, mais ce moi est définitif. Ce que j'ai fait il y a 6 ans, il y a 10 ans, reste fait pour toujours. La conscience que j'ai prise de mes fautes, de mes vertus, de mes affections, rien ne l'empêchera plus d'être massive et irrémédiable à mon horizon comme cette borne que la voiture qui m'emporte a déjà dépassée et qui s'éloigne et se contracte indéfiniment sous ma vue. Ce qui est, en effet, c'est ce que j'ai eu, cette conscience. J'ai eu faim, je me suis irrité, j'ai souffert, j'ai été joyeux. En chaque cas, ce qui constituait le noyau de mon sentiment, c'était la conscience que j'en prenais. Et cette conscience hésitante, si peu sûre de soi, elle avait la responsabilité infinie d'elle-même. C'est parce que j'en prenais conscience que la faim, que le plaisir existait. À présent, je n'en suis plus responsable, ou du moins pas de la même façon. Elle est là-bas, une pierre de mon chemin, et pourtant elle reste conscience, et sans doute ces consciences pétrifiées ne m'appartiennent pas vraiment, elles ne me sont pas inhérentes comme ma conscience présente est inhérente à soi. Mais Baudelaire a choisi d'être, ce passé conscient. Ce qu'il néglige, ce qu'il tient pour un moindre être, c'est son sentiment actuel. Il le dévalorise dans le dessein de le rendre moins urgent, moins présent. Il fait du présent un passé diminué pour pouvoir nier sa réalité. En cela, il se rapproche un peu d'un écrivain comme Faulkner, qui s'est détourné pareillement de l'avenir et qui se fait aussi le contempteur du présent au profit du passé. Mais pour Faulkner, le passé se laisse voir à travers le présent comme un bloc de diamants à travers un désordre transparent. C'est directement à la réalité du présent qu'il s'attaque.
Plus habile et plus sournois, Baudelaire ne songe pas à nier explicitement cette réalité. Seulement, il lui refuse toute valeur. La valeur appartient au passé seul, parce que le passé est. Et si le présent offre quelque apparence de beauté ou de bonté, c'est qu'il emprunte au passé comme la lune emprunte sa lumière au soleil. Cette dépendance morale du présent figure symboliquement une dépendance d'être, puisque la forme achevée doit, en bonne logique, précéder ses dégradations. En un mot, il demande au passé d'être l'éternité qui le change en lui-même. Il y a confusion radicale chez lui entre passé et éternité. Le passé n'est-il pas définitif, immuable, hors d'atteinte? Ainsi Baudelaire connaîtra-t-il la volupté amère de la décadence dont il communique le goût, comme un virus à ses disciples symbolistes. Vivre, c'est tomber. Le présent est une chute. C'est par le remords et le regret que Baudelaire a choisi de ressentir ses liens avec le passé. Remords vagues, parfois insupportables, parfois délicieux, et qui n'est rien d'autre au fond que le mode d'appréhension concrète du souvenir. Par lui, il affirme sa solidarité profonde avec l'homme qu'il fut, et du même coup, il sauvegarde pourtant sa liberté. Il est libre parce qu'il est coupable et que la faute pour lui est la manifestation la plus fréquente de la liberté. Il se retourne vers ce passé qu'il est et qu'il croit avoir souillé. Il réalise une appropriation à distance de son essence et du même coup il retrouve la joie perverse de la faute. Mais cette fois, ce n'est pas contre la vertu enseignée qu'il prêche, c'est contre lui-même. Et plus il s'enlise dans le mal, plus il se donne d'occasion de se repentir. Plus vivant et plus pressant devient le souvenir de ce qu'il a été, plus solide et plus manifeste le lien qui l'unit à son essence. Mais il faut aller plus loin et découvrir dans ce rapport au passé l'essentiel de ce que nous nommerons le fait poétique baudelairien. Chaque poète poursuit à sa manière cette synthèse de l'existence et de l'être que nous avons reconnue pour une impossibilité. Leur quête les conduit à élire certains objets du monde qui leur paraissent les symboles les plus parlants de cette réalité, où l'existence et l'être viendraient se confondre et à essayer de se les approprier par la contemplation. L'appropriation, nous l'avons montré ailleurs, est une tentative d'identification. Ainsi sont-ils amenés à créer par des signes de certaines natures ambiguës, chatoiements d'existence et d'être qui les satisfont doublement, à la fois parce qu'elles sont des essences objectives et qu'ils peuvent les contempler, et parce qu'elles procèdent d'eux et qu'ils peuvent s'y retrouver. L'objet que Baudelaire a créé par une émanation perpétuelle dans ses poèmes, et tout aussi bien par les actes de sa vie, c'est ce qu'il a nommé, et que nous nommerons après lui, le spirituel. Le spirituel est le fait poétique baudelairien. Le spirituel est un être, et qui se manifeste comme tel. De l'être, il a l'objectivité, la cohésion, la permanence et l'identité. Mais cet être enferme en lui comme une sorte de retenue. Il n'est pas tout à fait une discrétion profonde l'empêche non de se manifester, mais de s'affirmer à la manière d'une table ou d'un caillou. Il se caractérise par une manière d'absence. Il n'est jamais tout à fait là, ni tout à fait visible. Il reste en suspens entre le néant et l'être par une discrétion poussée à l'extrême. On peut en jouir, il ne se dérobe pas. Mais cette jouissance contemplative a comme une légèreté secrète. Elle jouit de ne pas jouir assez. Il va de soi que cette légèreté métaphysique du monde baudelairien figure l'existence elle-même. Quiconque a lu les admirables vers du Guignon, maintes fleurs épanchent à regret son parfum doux comme un secret dans les solitudes profondes, a pressenti ce goût de Baudelaire pour ces étranges objets qui sont comme des affleurements à l'être et dont la spiritualité est faite d'absence. Le parfum existe à regret, et ce regret même, nous le respirons avec lui. Il fuit en même temps qu'il se donne, il pénètre dans les narines et s'évanouit, fond aussitôt. Pas tout à fait pourtant, il est là, tenace, il nous frôle. C'est pour cela, et non comme l'ont prétendu quelques plaisantins, parce qu'il a l'odorat particulièrement développé, que Baudelaire a tant aimé les odeurs. L'odeur d'un corps, c'est ce corps lui-même que nous aspirons par la bouche et le nez, que nous possédons d'un seul coup, comme sa substance la plus secrète et pour tout dire sa nature.
L'odeur en moi, c'est la fusion du corps de l'autre à mon corps. Mais c'est ce corps désincarné, vaporisé, resté certes tout entier lui-même, mais devenu esprit volatile. Cette possession spiritualisée, Baudelaire l'affectionne particulièrement. Bien souvent, on a l'impression qu'il respire les femmes plutôt qu'il ne fait l'amour avec elles. Mais les parfums ont pour lui en outre ce pouvoir particulier, tout en se donnant sans réserve, d'évoquer un au-delà inaccessible. Ils sont à la fois les corps et comme une négation du corps. Il y a en eux quelque chose d'insatisfait qui se fond avec le désir qu'a Baudelaire d'être perpétuellement ailleurs. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. Pour les mêmes raisons, il préférera l'heure du crépuscule, les ciels brouillés de Hollande, les jours blancs tièdes et voilés, les jeunes corps maladifs, tous les êtres, choses et gens qui semblent meurtris, brisés ou qui glissent vers leur fin. Les petites vieilles et tout aussi bien la lumière d'une lampe que le petit jour pâli et qui semble vaciller dans son être. Par leur indolence et leur mutisme, les belles femmes qui traversent ces poèmes évoquent elles aussi je ne sais quelle retenue. Ce sont des adolescentes, d'ailleurs, elles ne sont pas parvenues à la plénitude de leur épanouissement, et les vers qui les décrivent savent nous suggérer qu'elles sont de jeunes animaux nonchalants qui glissent à la surface du sol sans y laisser de traces, qui glissent à la surface de la vie absente, ennuyée, froide et souriante, tout absorbée par de futiles cérémonies. Nous nommerons donc spirituel avec lui l'être qui se laisse saisir par les sens et qui ressemble le plus à la conscience. Tout l'effort de Baudelaire a été pour récupérer sa conscience, pour la posséder comme une chose dans le creux de ses mains, et c'est pourquoi il attrape au vol tout ce qui offre l'apparence d'une conscience objectivée. Parfum, lumière tamisée, musique lointaine, autant de petites consciences muettes et données, autant d'images aussitôt absorbées, consommées comme des hosties de son insaisissable existence. Il a été hanté par le désir de palper des pensées devenues choses, ses propres pensées incarnées. J'ai pensé bien souvent que les bêtes malfaisantes et dégoûtantes n'étaient peut-être que la vivification, corporification, éclosion à la vie matérielle des mauvaises pensées de l'homme. Ces poèmes eux-mêmes sont des pensées corporifiées, non point seulement parce qu'elles ont pris corps dans les signes, mais surtout parce que chacun d'eux, par son rythme savant, le sens volontairement hésitant, presque effacé qu'il donne aux mots par une grâce ineffable aussi, est une existence retenue, fugace, toute semblable à une odeur. Mais ce qui se rapproche le plus du parfum de la femme, c'est la signification d'une chose. Un objet qui a un sens indique par-dessus son épaule un autre objet, une situation générale, l'enfer ou le ciel. La signification, image de la transcendance humaine, est comme un dépassement figé de l'objet par lui-même. Elle existe sous nos yeux, mais elle n'est pas vraiment visible. C'est un sillon dans les airs, une direction immobile, intermédiaire entre la chose présente qui la supporte et l'objet absent qu'elle désigne. Elle retient en elle un peu de celle-là et annonce déjà celui-ci. Elle n'est jamais tout à fait pure. Il y a en elle comme un souvenir des formes et des couleurs dont elle émane, et cependant elle se donne comme un être par-delà l'être. Elle ne s'étale pas, elle se retient. Elle vacille un peu, elle n'est accessible qu'aux sens les plus aigus. Pour Baudelaire, dont le spleen réclame toujours un ailleurs, elle est le symbole même de l'insatisfaction. Une chose qui signifie, c'est une chose insatisfaite. Son sens est l'image de la pensée. Il se donne comme une existence enlisée dans l'être. On remarquera que chez Baudelaire, les mots de parfum, de pensée et de secret sont à peu près synonymes. Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, d'où jaillit toute vive une âme qui revient. Mille pensées dormaient, chrysalides funèbres, frémissant doucement dans les lourdes ténèbres, qui dégagent leurs ailes et prennent leur essor. Armoire à doux secrets, pleine de bonnes choses, de vin, de parfums, maintes fleurs épanchent à regret son parfum doux comme un secret. Dans les fleurs du mal, le flacon, le beau navire et le guignon. Si Baudelaire aime tant les secrets, c'est qu'il manifeste un perpétuel au-delà. L'homme qui a son secret ne tient pas tout entier dans son corps, ni dans la minute présente, il est ailleurs. On le pressent à voir son insatisfaction et sa mine absente. Allégé par son mystère, il pèse moins lourdement
sur le présent. Son être est moins oppressant, ou comme dira Heidegger pour ses amis, ses proches, il ne se réduit pas à ce qu'il est. Pourtant, le secret est un être objectif qui peut être révélé par des signes qu'une scène muette peut nous laisser surprendre. En un certain sens, il est bien dehors devant nous qui en sommes les témoins, mais il se laisse à peine deviner, il est suggéré, évoqué par un air du visage, par une attitude, par quelques paroles ambiguës. Aussi cet être qui est la nature profonde de la chose en est aussi l'essence la plus subtile. Il est à peine, et toute signification, pour autant qu'il est ardu de la découvrir, peut passer pour un secret. Voilà pourquoi Baudelaire va chercher avec passion les parfums, les secrets de toute chose. Voilà pourquoi il essaiera d'arracher leur sens aux couleurs mêmes. Voilà pourquoi il écrira de la couleur violette qu'elle signifie amour contenu, mystérieux, voilée couleur de Chanonès dans Fusée. S'il emprunte à Swedenborg l'idée assez vague des correspondances, ce n'est pas tant qu'il adhère à la métaphysique qu'elle implique, mais c'est qu'il souhaite trouver en chaque réalité une insatisfaction figée, un appel vers autre chose, une transcendance objectivée, c'est qu'il désire passer à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers.